Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un point lecture. Alors, dans ce point lecture, toujours 6 romans à vous présenter. On va commencer avec Génération captive de Axel Collot que j'avais reçu en service presse de la part de Holu Éditions. Axel que je connais un petit peu puisque j'ai l'occasion de la croiser quand même régulièrement, notamment aux Imaginales. Donc c'est un one shot, même si a priori elle s'est laissée quand même la possibilité à la fin, s'il y a besoin, si ça marche bien, de faire une suite. Pour le coup, moi je peux vous le dire déjà d'avance, la fin s'arrête bien, c'est-à-dire que j'ai pas, moi pour le coup, ressenti le besoin d'avoir une suite pour ma part. On va être sur l'histoire en fait, sur un futur pas si éloigné, je crois, 2026, voilà. Sur un futur pas si éloigné où en fait un certain nombre d'adolescents ont été contaminés en fait à la naissance, en quelque sorte, contaminés, ou on va dire ça comme ça, ou en tout cas ils ont muté et ils ont des pouvoirs, sauf qu'en fait du coup ils sont un peu parqués dans des camps parce que c'est mal vu, parce qu'ils font peur, parce que etc. etc. Et en fait on va suivre au début donc un jeune garçon qui s'appelle Grégoire, qui est à la recherche de son frère jumeau et qui va intégrer le camp de Lyon, puisque ça se passe à Lyon. En essayant d'avoir des réponses en fait à ces questions par rapport à son frère jumeau qui a disparu il y a, je sais plus, c'est une dizaine d'années, un truc comme ça. Il le cherche, lui il a réussi jusque là à être caché par ses parents, faire en sorte que personne ne sache qu'il avait un pouvoir. Et il est dans la rébellion, quoi, en gros, voilà, il est dans la rébellion. Et il cherche des réponses par rapport à son frère jumeau, il va intégrer ce camp. Et en fait il va y rencontrer dans ce camp une jeune fille qui a toujours vécu ici. Qui vit des choses hard, hein, enfin hard, vraiment difficiles, vraiment très très difficiles. Tu te dis, je comprends qu'elle aille pas bien, hein, voilà. Donc cette jeune fille c'est Anna, et en fait bon, moi alors on comprend très vite qu'entre Anna et Grégoire va y avoir quelque chose qui va se passer en termes de relations amoureuses. Ça me dérange pas qu'on m'annonce qu'il va y avoir une romance. Ce qui m'a dérangé, c'est que c'est allé super vite et surtout ils ont les hormones en ébullition. T'as envie de dire oui, non mais vu le contexte, est-ce que tu peux pas te mettre ta quéquette derrière l'oreille pendant 5 minutes? Enfin voilà, j'ai trouvé que c'était un petit peu exagéré à ce niveau-là. Je veux bien croire qu'ils ont 16 ans et qu'ils ce sont des adolescents et qu'ils ont les hormones qui les travaillent. Mais j'ai trouvé ça un petit peu, voilà, un petit peu trop, hein, voilà, un petit peu trop. Et c'est ce qui m'a bloqué. Et d'ailleurs, jusqu'à la moitié du bouquin, j'étais en mode, oh, mais en fait, on reste que sur la romance ou est-ce qu'on va nous expliquer un petit peu plus du contexte de ce futur? Est-ce qu'on va avancer un petit peu dans la recherche autour du jumeau, dans la rébellion, pour libérer en fait les sensibles? Voilà, les sensibles, c'est comme ça que sont appelés les adolescents qui ont des pouvoirs. Et en fait c'est ça, c'est que la première moitié on est quand même assez axé sur la romance. Et puis la deuxième moitié par contre la romance elle est largement en arrière-plan. Et ça s'accentue un peu plus sur les sensibles, la rébellion, le frère jumeau, etc. Pour moi ça n'a pas été une excellente lecture. C'est-à-dire que j'ai passé un bon moment. Mais cette première partie m'a un peu gâché la lecture parce que je me suis même demandé, il y a un moment donné, est-ce que ça va changer? Parce que si c'est comme ça tout le long, en plus avec les hormones qui bouillonnent, je sais pas, c'est... Voilà, j'avais un peu peur. Et finalement, bon, du moment où ça change, en fait, où ça bascule sur le côté un peu plus action, on va dire, parce qu'il y a de l'action tout le long, du coup là c'est bon, ça m'a bien plu. Mais c'est dommage parce que du coup, la première moitié, bof, bof, quoi. Donc, c'est une lecture sympa, sachez-le, quoi qu'il en soit, c'est que si vous êtes allergique à la romance, clairement, et romance adolescente en plus, hein, clairement, j'aurais tendance à vous dire de passer votre chemin parce que vous dépasserez pas la moitié du bouquin, ça m'étonnerait. Après, au-delà de ça, si ça vous dérange pas et que ça vous intéresse au niveau de ces adolescents qui ont des pouvoirs, qui sont parqués dans des camps, hein, et qui vivent des choses, je vous raconte même pas dans ces camps, hein, voilà. Si ça vous intéresse, bah franchement, allez-y, hein. Si vous n'êtes pas gêné par la romance, je pense que ça vous plaira sans aucun souci. J'ai lu en lecture commune avec Marilyn et Maud de Délivre une fille, L'Épouvanteur, le tome 10 de Joseph Delaney.
En fait, jusqu'à présent, je les lisais seule et puis je me suis rendu compte qu'elles m'avaient comment dire, rattrapé au niveau de leur lecture commune à elles toutes les deux. Et du coup, je leur dis, bah, la prochaine fois, vous me le dites et je me sors le même tome que vous. Donc du coup, là, quand elles m'ont dit, on veut se faire le top 10, j'ai dit, allez, let's go. Et je l'ai lu avec elles et donc du coup, maintenant, on va finir, je pense, voilà, la saga ensemble, hein, clairement. Donc ce tome 10, je l'ai beaucoup aimé. C'est un tome qui sort un peu de l'ordinaire des tomes de l'épouvanteur. On a un sacré plot twist dans ce roman, vraiment. Et j'ai même, enfin il y a même 2 twists en fait, il y a même 2 twists et à la limite j'ai même presque été déçue par le deuxième twist qui du coup annule on va dire le premier en quelque sorte. Et du coup j'étais un peu déçue, j'étais en mode oh c'est dommage. Mais après au-delà de ça j'ai passé un super moment. On est vraiment dans ce tome 10 où on comprend que l'épouvanteur, donc le maître, hein, pas le jeune, pas l'apprenti, l'épouvanteur, il commence à être bien décrépit et lui-même, ça y est, il commence à le dire. Voilà, il faut qu'il passe la main. Et là, on est vraiment dans ce tome 10, c'est un moment où il reste encore plus ou moins apprenti. John, c'est ça, hein, je me rappelle... Non, Thomas, rien à voir. Pourquoi John? John, ah mais John c'est l'épouvanteur en fait je crois. Bref, on est vraiment à un moment où il y a une sorte de passation de pouvoir qui commence à se faire. On sent qu'on s'approche de la fin. Alors, je vous rappelle juste que la saga principale fait 13 tomes, donc il reste 11, 12, 13. Ensuite il y a une suite qui se passe, alors je sais pas si elle se passe tout de suite après ou quelques années après, qui fait 4-5 tomes je crois. Mais voilà, la saga principale elle fait 13 tomes et on sent qu'on arrive sur la fin et que l'épouvanteur, le maître, il commence à... Voilà, à lâcher un petit peu parce que la poursuite, enfin la quête de comment on va faire pour se débarrasser du diable, bah, en fait elle s'accentue et il y a de plus en plus de créatures qui sont après eux et il y a de moins en moins de limites bien définies entre le bien et le mal et on se rend compte que effectivement même l'épouvanteur lui-même l'accepte. Il va peut-être falloir effectivement frayer avec certaines créatures du mal qui sont peut-être pas pire que certaines créatures du bien et qui elles aussi veulent que le diable disparaisse quoi. Voilà. Donc je vous conseille toujours autant l'épouvanteur. Les premiers tomes sont un peu comme souvent dans ces sagas jeunesse comme dans Harry Potter et tout. Les premiers tomes sont souvent un peu plus bisounours, un peu plus... Voilà, ils sont... Enfin bisounours, façon de parler, hein, parce que voilà, il y a quand même des créatures, etc. Il y a du sang, il y a des sorcières, puis c'est pas des jolies sorcières, hein. Mais c'est assez soft dans les premiers tomes et après ça s'accentue largement. Je me suis fait enfin, parce qu'il est dans ma pile à lire depuis début d'année je crois, Erreur 404 de Agnès Marot, qui était un service presse, pour ça que je vous dis aussi enfin. Alors c'est dans le même univers que IRL, de la même auteure, hein, la même autrice, mais vous pouvez tout à fait le lire indépendamment. Voilà, alors il y a quelques allusions à IRL. Bon, moi je l'ai lu donc je n'aurais pas à vous dire, mais je pense quand même que même si on l'a pas lu IRL, comment dire, à la limite ça va nous donner envie de le lire, mais ça n'empêche pas la bonne compréhension du bouquin à mon sens. Voilà, parce que c'est juste quelques allusions. Après, j'ai eu une préférence pour IRL par rapport à Erreur 404. Peut-être par rapport au jeu qui est mis en avant entre guillemets, puisque dans IRL on est sur un Sims exagéré, hein, clairement. On est sur, voilà, on est sur le jeu des Sims mais en version qui prend une ampleur oufissime et où on a donc enfin, notamment un des personnages de ce jeu qui s'appelle IRL qui se rend compte qu'elle est un personnage et toute la question se pose de mais du coup je suis réelle d'une certaine manière, je vis des choses et on m'impose de vivre d'autres choses. Moi je suis amoureuse de quelqu'un mais en fait on veut m'imposer de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre. Enfin voilà, toute cette notion de manipulation et de un peu comment dire ce qu'on impose à des gens sous prétexte que ce sont des personnages de jeux vidéo. Enfin c'était vachement intéressant IRL, j'avais beaucoup aimé. Là on est plus sur un jeu style Pokémon Go pour le coup. C'est-à-dire on va suivre 2 personnages qui s'inscrivent à un concours, à une grande compétition d'un jeu où ils ont créé leur propre, leur propre créature en fait, et ils les font combattre face à d'autres personnes. Pokémon Go quoi, en gros, voilà.
Sauf qu'il n'y a pas cette notion de on va chercher d'autres Pokémon dans la nature ou je ne sais quoi. Il n'y a pas cette notion là par contre. C'est vraiment que des combats pour le coup. En gros les combats en arène ou les combats quand vous croisez d'autres dresseurs dans Pokémon quoi. Donc vraiment, de toute façon elle le dit hein, que ça fait surtout penser à ce jeu là, mais en version bien sûr différente et amplifiée, hein, puisqu'on est dans un futur où pour le coup la créature est existante en fait, hein. Vous la créez, c'est un personnage aussi, mais elle est existante, elle a une certaine vie en fait. Moi j'ai beaucoup apprécié, mais j'ai eu beaucoup de mal avec le personnage principal, qui se plaint beaucoup, je trouve, qui est complètement dépressif. Enfin, moi c'est vraiment la sensation que j'ai eue de ce personnage principal. Alors je vous donne pas de genre, je vous dis pas si c'est une fille ou un garçon, parce qu'en fait il y a un peu un secret dans le bouquin, au moins jusqu'à la moitié, sur qui est cette personne, est-ce que c'est une fille, un garçon, pourquoi ce personnage a autant de ressentiment envers la société, pourquoi il a été autant rejeté, parce qu'on nous fait comprendre qu'il a été beaucoup rejeté par rapport à son rêve de devenir joueur professionnel, etc. etc. Et moi j'avoue que déjà j'étais un peu déçue quand on m'a dit qui était cette personne. J'ai fait ah ok, ouais, ok. J'aurais préféré autre chose personnellement. Enfin autre chose. Oui, j'aurais préféré quelqu'un d'autre. Enfin, un autre type de personne on va dire. J'aurais trouvé ça plus intéressant pour le coup. Bon bref, quoi qu'il en soit, j'ai pas trop accroché à ce personnage qui je trouve se plaint trop. Avec ce personnage qui je trouve, voilà, moi ne m'a pas trop correspondu, c'était pas franchement ce que je recherchais. Je peux comprendre qu'on ait des personnages parfois qui soient plus bactères, mais du coup ce personnage est plus bactère quasiment tout le bouquin. Alors après, il y en a je pense qui s'y retrouveront peut-être en se disant oui ça me parle, ça me parle. Moi je vous avoue que ça me parlait pas. Voilà. Mais au-delà de ça, j'ai passé un très bon moment, hein. Je l'ai lu jusqu'au bout. Et je trouve toujours intéressant cette manière qu'a Agnès Marot de prendre des jeux que nous on connaît et de les exagérer fois mille, les exagérer dans un futur pas si lointain et nous faire comprendre qu'en fait ça pourrait se transformer comme ça et qu'il faut aussi se poser des questions sur comment on fonctionnerait à ce moment-là si nos personnages étaient vivants, enfin voilà, s'ils existaient réellement, et ce qu'on peut faire ou pas faire avec eux, quoi, tout simplement. Ensuite, j'ai lu L'Inconsolé de Mélissa Restou, qui est un tout petit roman vampire des éditions du Petit Caveau. J'en attendais franchement rien du tout. Je l'avais acheté en occasion à mon Cash Express, voilà. J'en attendais rien du tout. Je me suis dit, oh, sympa, une petite histoire de vampire dandy. Et en fait j'ai surkiffé. C'est vraiment une histoire un peu... Alors, j'ai pas lu les Anne Rice, j'ai vu juste le film Entretien avec un vampire. Mais j'ai trouvé que c'était un peu dans ce style-là. Voilà, un petit peu, vous voyez. Alors, en moins sanglant, en moins... Voilà, mais j'ai trouvé que c'était vraiment dans ce style-là. Et j'ai passé un excellent moment avec ce vampire qui s'appelle Sacha. Qui finalement vit depuis déjà plusieurs dizaines d'années. Avec un autre vampire qui lui est beaucoup plus vieux. Donc c'est vrai que ça faisait un peu penser à Anne Rice, enfin Entretien avec un vampire pour le coup. Et en fait voilà, il va être attiré par une jeune femme, il sait pas pourquoi, elle n'est pas plus jolie que les autres, elle n'est pas moins ingénue, parce que les ingénus ça me saoule, parce que ça se passe au 19e siècle, hein, pour ceux qui demanderaient. Mais il y a quelque chose chez cette femme-là et on va suivre un peu le pourquoi du comment et c'est très court donc je vous en dirai pas plus. Voilà, mais moi Oh merci Daryl pour l'odeur de paix. Vous voyez pas mais il y a Daryl qui est juste couché devant moi en fait sur le lit. Ça pue. Ah. Mais voilà, si vous aimez les histoires un peu de dandy, de vampire dandy, mais quand même pas du soft, hein, c'est quand même un vampire un peu... comment dire, voilà, il a pas peur de tuer quand même, hein, il faut le dire, hein, parce qu'il faut bien qu'il boive, à un moment donné, il faut qu'il mange, voilà. Mais franchement, allez voir aux éditions du Petit Caveau parce que j'ai adoré L'Inconsolé. Je me suis fait les contes de la rue Broca de Pierre Gripari. Ah, quel plaisir de retrouver ces contes. Je crois que je vous l'avais déjà dit quand je vous l'ai montré en book haul. Moi, les contes de la rue Broca, c'est toute mon enfance parce que je les regardais notamment en dessin animé, je les ai lus aussi, hein, mais je les regardais surtout en dessin animé. D'ailleurs, j'ai regardé le dessin animé date de 95. Donc, si vous êtes
Si vous êtes des années 2000, je pense que vous l'aurez jamais vu, ça m'étonnerait. Ma petite sœur qui est de 95 s'en souvient. Mais voilà, ça a dû continuer jusqu'en 96, 97, 98, enfin voilà, jusqu'aux années 2000 je pense. Donc elle a dû les voir un peu quand elle était petite. Moi, voilà, en 95 j'avais déjà 6 ans. Et je me rappelle qu'on arrivait chez la nounou le matin. En plus nous on était posés très tôt chez notre nounou le matin. On était posés à 7 h du matin. Enfin très tôt, voilà. Voire même je crois un peu avant. Oh non, peut-être 7 h. Oh, ça doit être 7 h. Mais en tout cas on était posés tôt et on se posait en fait devant les dessins animés chez la nounou. Souvent il y avait le conte de la rue Broca quoi, avec tous les autres dessins animés qu'on connaît pour notre époque. Et d'ailleurs j'ai re-regardé la bande-annonce, enfin la bande-annonce, oui, le générique, et c'était trop marrant de revoir le générique, enfin voilà. J'étais super contente de les relire, je me suis rendu compte à ce moment-là qu'en fait ils dataient à mort, parce que autant la série télé, enfin les dessins animés datent des années 90, autant le roman a été écrit dans les années 60. Donc quand vous le lisez, vous sentez un petit peu que c'est daté, hein, clairement, ça se sent un petit peu. Mais pour autant, ça n'empêche pas non plus, comment dire, ça n'empêche pas d'apprécier. Après, il y a 2-3 trucs qui passeraient plus au jour d'aujourd'hui dans un roman même pour enfants, vis-à-vis des cultures. Alors c'est pas raciste, hein, enfin c'est des choses que maintenant on pourrait qualifier presque de raciste, mais à l'époque je pense sincèrement que on se rendait pas compte et maintenant c'est juste que y a vraiment une prise en compte de ça. Enfin, je veux pas que vous croyiez que l'auteur était raciste, j'en sais rien du tout, mais je pense surtout qu'il était parti au plus simple sans trop se poser la question. Et dans les années 60 forcément, bon voilà, c'était pas la même époque, hein, faut quand même bien se l'avouer, c'était pas la même époque. Je veux dire, les années 60 c'était quand même il y a plus de 50 ans, donc bon, ça date, voilà. En fait je vous dis ça parce que je pensais à un truc, à un moment donné, dans un des contes, il y a un personnage, un géant qui va en Chine, et en fait ils sont là en mode ching chong 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 ching, vous voyez, genre, ils disent oui parce que le chinois ça se parle comme ça, et en fait ils disent toujours la même chose, c'est vachement réducteur. Donc au jour d'aujourd'hui, vous mettez ça dans un bouquin pour enfants, mais n'importe où, on va vous dire c'est raciste, et c'est... Voilà, je peux l'entendre dans le sens où bah oui, c'est vachement réducteur, tu peux pas réduire le chinois à ça quoi. Mais je pense que il faut aussi remettre parfois les bouquins dans leur contexte historique, on va dire entre guillemets, et que dans les années 60, on se rendait pas compte que ça pouvait être vécu comme raciste, ce genre de réplique en fait. Mais bon bref, je vous préviens, bon après ça arrive dans 1 ou 2 nouvelles et c'est pas non plus, sincèrement c'est vraiment pas du gros racisme ambiant quoi. Mais c'est des petits trucs moi qui m'ont même fait tiquer. Je lisais ça, je disais à Rani, oh, ça passerait plus du tout quoi. Ça passerait plus du tout, c'est clair. Et je finis avec une romance qui est par pure provocation de Lisa Kleypas, une romance historique. J'ai eu besoin à un moment donné de lire une romance historique, un truc qui me fait pas connecter 2 neurones, qui passe bien. J'avais envie de lire celle-ci. On est avec une jeune femme qui est très, pas libertine, parce qu'au point de vue sexuel, elle fait rien du tout avec les hommes, même si tout le monde le croit, mais voilà, qui a décidé de vivre sa vie comme elle l'entendait, donc ça fait plaisir, hein, voilà, clairement. Elle va essayer d'aider un peu sa sœur qui doit se marier à un comte, je crois. Un conte qui pour elle ne lui correspond absolument pas. Enfin, sa sœur c'est une petite chose fragile et le comte est un homme un peu bourru, voilà tout ça. Donc en fait elle va tout faire pour essayer d'aider sa sœur à s'enfuir avec celui qu'elle aime, qui est un vicomte ou je ne sais quoi, enfin bon bref, en plus bas dans l'échelle de la royauté, de l'aristocratie plutôt. En fait voilà, bon, ça fait plein de péripéties, forcément on se doute que cette jeune femme avec le comte, que Lily avec le comte, bon bah voilà, ça va se mettre ensemble, mais ils se mettent pas ensemble immédiatement au début du bouquin, ça se développe, et c'est marrant parce que lui, il a du mal avec le fait qu'elle fasse ce qu'elle veut, et en même temps il s'accroche à elle, et voilà, bon, c'est de la romance historique, c'était très sympa à lire. Je vous conseille, si vous aimez ce genre de romance, c'était sympa. Voilà, c'est tout pour cette vidéo point lecture, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.